Et bah, déjà, merci beaucoup pour, cet entretien parce que c'est vrai que ça a été compliqué en tout cas, pas forcément à Oui. mettre en place, mais on avait beaucoup de choses et autres. Est-ce que vous pourriez expliquer en 2-3 phrases un petit peu l'histoire pour ceux qui connaîtraient pas celle qui parle? Oui, alors celle qui part, c'est un roman graphique qui part sur, la vie d'un personnage, qui a vraiment existé, un personnage historique qui est la Malinche, qui était une, femme indigène des anciens territoires qui constituent le Mexique maintenant, qui a fini par devenir la traductrice et amante de Hernán Cortés, le conquistador. Et je voulais raconter l'histoire de son point de vue, son histoire, comment une petite fille indigène née d'une famille noble et après offerte comme esclave aux Mayas a fini par devenir vraiment un personnage qui a eu un rôle historique et politique au XVIe siècle en tant que femme, ce qui est déjà particulier. Donc Ouais. voilà, c'est ça. Et ça a pas été du coup, dur de trouver suffisamment d'informations pour parler d'elle? Un peu parce que quand même, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était elle. C'était de Ouais. parler d'elle, de parler d'une vie de femme. Mais c'est vrai que toutes les informations que je trouvais étaient sur la conquête du Mexique. Et il fallait se mettre déjà à parler de la colonisation et des sujets qui sont très intéressants, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais Mmh. raconter. Donc, je trouvais beaucoup d'informations sur la conquête et sur le personnage masculin de Hernán Cortés, le Ouais. conquistador, mais très peu sur elle, parce qu'on n'a que deux, trois paragraphes sur les chroniques, dans les chroniques des conquistadors, et aussi des dessins dans les codex des Mayas, des Mmh. indigènes qui ont fait. Ils faisaient une espèce, ça s'appelle les codex, c'est un peu une bande dessinée de l'époque, en fait. C'est Ouais. des images séquentielles qui Mmh. parlaient sur l'histoire, sur leur histoire. Et donc, il y avait tous les personnages qui étaient dessinés dessus. Et elle apparaît beaucoup de fois à côté d'Hernán Cortés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais quand même, il y a quelque chose. Et sinon, Mmh. j'ai lu des historiens qui ont fait des recherches sur elle. Donc, j'ai trouvé des choses, mais il y a parfois des choses qui ne sont pas très sûres. C'est des Ouais. hypothèses un peu, mais quand même, il- en même temps, il y a des infos parce qu'il y a toutes les infos sur la conquête qui est très, très, très documentée, mais en même temps, Mmh. sur elle particulièrement, c'est vrai que c'était un peu de trouver des informations petit à petit, de les Ouais. filtrer, et voilà. Quelque part, elle est tout le temps présente dans cette Mm, histoire, mm, mais mm. mais c'est comme si elle était invisible, en fait, de l'histoire. Oui, oui, c'est ça. Ouais. En fait, je crois que la conquête aurait été faite de toute façon, parce que Ouais. il était, ces conquistadors, il n'allait pas capituler, il était un peu Mmh. comme ça, et il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que elle a été là tout le temps, et dans les lettres que le conquistador a adressées au roi, il y a un livre de lettres que le conquistador a adressé au roi Charles Quint en Espagne, Mmh. et dans toutes ces lettres qui fait beaucoup de pages d'un livre que j'ai, c'est comme ça. Et elle n'est mentionnée que un ou deux fois, et il l'appelle notre langue. Il ne dit même pas, il ne la Ah! présente même pas. Donc oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un personnage qui est nécessaire et qui était pour lui très, très, vraiment très essentiel pour convaincre parfois d'autres cultures indigènes Mmh. de joindre ces soldats. Mais voilà, il ne donne pas l'importance qu'elle a. Ça, c'est Ouais. vrai. Et moi, j'avais cette impression, en fait, qu'aucun des 2, on va dire, camps, des tribus qui étaient déjà là ou des conquistadors, n'est complètement tout blanc ou tout noir, heu, dans le sens où, certes, les tribus sont là de base et ont leur propre culture et autres et c'est horrible, tout ce qui a pu être fait pour les raser, mais en même temps, il y a des choses où on peut se dire: «Ah, c'est un peu dur, quoi», sur tout ce qui est des sacrifices humains et ainsi de suite. On peut aussi se Oui, poser des questions. Il y a les les 2 camps, en fait, sont
très intéressant et très dur aussi En fait, à c'est un évoquer, sujet travailler. complexe par soi parce que Oui. je ne sais pas, je sais que dans l'histoire de la France, vous avez aussi des sujets un peu Oui, épineux comme ouais. l'Algérie et d'autres choses. Mais ici, la conquête de l'Amérique latine et tout ça, c'est un sujet un peu, encore aujourd'hui, Ouais. même une figure politique très importante du Mexique. Ça fait 3 ou 4 ans à demander les gouvernements espagnols de leur demander officiellement pardon pour la conquête. Mmh. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de blessures qui sont encore très, très, très vivantes. Et je suis allée au Ah ouais, Mexique et je les ai toutes ressenties, même toute la ouais. différence qu'il y a entre seulement à cause de la couleur de la peau au Ah Mexique. ouais. Tout ça, ça vient de la conquête. Ça fait Ouais. il y a 500 ans, mais quand même, c'est vraiment très, très, très vivant. Et donc, pourquoi je disais ça, j'ai oublié. Et Sur exact. les 2 camps, les Espagnols et du Ah, coup, ouais, ouais. oui, c'est ça. C'était un sujet donc très, très épineux à traiter Ouais. pour moi. Bah ouais, ouais. Et c'est pour ça que j'essaie de ne pas, mmh, Prendre parti. de un peu essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi, les différentes parties Mmh. agissaient comme ils agissaient parce qu'en fait, chacun a des motivations pour, voilà, pour agir, ça ne veut pas dire que c'est justifiable, ça veut juste Oui. dire qu'ils ont fait ça à cause de quelque chose et à ce moment-là, la conquête, c'était quelque chose que tous les pays, riches Ouais, faisaient et ouais. l'Espagne, à ce moment-là, était un pays qui était vraiment dans un très, très bon moment. Et donc, oui, c'est donc il y a maintenant, aujourd'hui, en Espagne, il y a 2 discours, vigents sur la conquête et il y a un discours qui revendique les gloires des conquistadors et leur intelligence et blablabla. Et il y a un autre discours, pro-indigène, qui dit, «On a été des tueurs», voilà. Et moi, même si je m'identifie plus avec le deuxième, quand même, c'est vrai que même dans le personnage d'Hernán Cortés, c'est complexe parce que c'est vrai qu'il était un tueur, mais c'est vrai aussi qu'il était quelqu'un de très intelligent et qui est parti sans le permis du roi et qui a agi un peu de son côté et qui a réussi. Mais c'est vrai aussi, bien sûr, qu'il était un tueur et qu'il ne voulait que sa Ouais. propre gloire et il venait de rien parce qu'il n'était personne ici et il était parti chercher un peu un destin différent et il l'a trouvé. Donc, tous les personnages ont beaucoup de visages. C'est vrai Ouais. que, et même Hernán Cortés, même si en général je ne l'aime pas, c'est vrai qu'il fallait qu'il ait un peu de charme parce que Mmh. c'est vrai qu'ils ont été amants et on Mmh. pourrait se dire à quel point est-ce que la Malinche avait le consentement en ce qui concerne cette relation, on ne sait pas et on ne le saura jamais. Mais Mmh en mh. même temps, normalement, les historiens disent que ils avaient une très bonne relation entre eux, mais c'est impossible de savoir parce que le discours qui est arrivé jusque-là, c'est celui de lui et Ouais, c'est ça. pas son discours à elle. Donc, on ne le saura jamais. Mais On quand n'invente même, il rien non fallait plus. que j'ai construise un personnage un peu qui ait du charme parce Mmh. que c'est un peu grâce à lui ou par sa faute qu'elle a réussi à se sortir du statut d'esclave et justement d'avoir un rôle important qu'elle n'aurait pas pu avoir dans la société maya, malheureusement, parce qu'elle avait Ouais. été offerte comme esclave. Voilà. Mmh mh, mmh, mmh, mmh. Ouais, j'allais dire la BD est sortie en France, mais la BD, j'imagine, est sortie aussi dans d'autres langues. Mhm, mhm. Et est-ce qu'en Espagne, du coup, il y a eu plus peut-être de grincements de dents, des gens qui étaient en mode: «Ah, c'est Mm. bizarre, comment c'est» enfin, Et normalement, pas de soucis ici. Normalement, ça passe bien. Mais je suis allée au Mexique et j'ai ah, amené le livre j'ai même demandé un rendez-vous dans une maison d'édition. Je voulais le montrer et peut-être, parce que moi, quand j'ai écrit ces romans graphiques, je pensais vraiment à tous les publics et mmh, spécialement au public mexicain parce que pour moi, c'était important de voir
Oui, de un peu avoir beaucoup en compte leur point. Bon, ces sujets, c'est très compliqué au Mexique. Ouais. Ouais, ils ont Donc dit: «Non, c'est pas oui. possible». Oui, ils ont dit, les éditeurs à ce moment-là, lorsqu'on était réunis, ils ont dit, «On aime beaucoup, c'est très beau mais il faut vraiment qu'on le lise très soigneusement pour voir un peu si ça va passer avec le public, parce qu'ici, vous savez que» et moi, oui, 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 je sais, je sais. Et du coup, j'ai attendu des mois, Mmh. leur mail, leur réponse et ça n'a jamais arrivé. Donc, je Mmh. pense que ça ne passerait pas. Voilà, c'est Ouais. vraiment dommage, mais en fait, pour eux, vraiment la Malinche, c'est un personnage très, très détesté. Très, très, très détesté. Mmh. Ici, en Espagne, c'est très ignoré. Pas, OK. pas, pas tout le monde le connaît du tout, du tout, du tout. Et là-bas, au Mexique, c'est un personnage très détesté. Et même, ils ont un adjectif, c'est malinchista. Ça veut dire que on se met de la part des étrangers. On est un traiteur. Donc, c'est un peu, tout le monde la connaît et tout le monde la déteste. Et ils l'appellent la chingada, un mot que je ne vais pas traduire parce que c'est pas joli. Et Ouais. donc, hmm, il y a un discours qui commence à peut-être à effleurir maintenant un peu dans le sens de mon discours, dans le sens de elle était une autre victime, elle était une Ouais. survivante, voilà. Mais le discours majoritaire, c'est celui qui la déteste et qui, voilà. C'est donc ça n'a pas passé, malheureusement, Ouais. et ça ne passera pas, je crois. Pas tout de suite. Mais quand même, j'ai eu une réponse de quelqu'un du Mexique qui l'a lu et qui a adoré Ah! et qui organise un festival BD au Mexique et qui m'a demandé de faire comme ici, de parler par Ouais. visio. Voilà, donc ça s'est bien passé, mais ce n'est pas, je crois que ce n'est pas la grosse partie du public. Pas tout de suite, ouais, c'est ça. Et j'aimais beaucoup, le parallèle qu'il y a entre les 2 femmes, on va dire, un peu importantes du récit, entre elle et Maria qu'on découvre, qui a les cheveux roux et qui est là et Oui, mais Maria, c'est un personnage qui a existé aussi. Et c'est un ah! personnage. Oui, 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 oui. Et Oh, je en fait, savais pas! oui, on ne sait pas exactement. Il y a de la documentation sur elle, mais quand même, c'est compliqué à savoir à quel point c'est vraisemblable parce que c'est vrai qu'il y a des informations un peu folles, genre elle est venue dans un gros bateau et parce qu'elle avait été en Espagne, elle avait été ses parents avaient été tués parce qu'ils étaient des juifs et après, Mmh, elle aurait été violée et mise en prison, violée par le juge inquisiteur après, elle aurait tué le juge inquisiteur. Voilà tout ce que je raconte. Et après, elle ouais, s'est revenue en Amérique pour un peu se fuir de ce destin horrible et tout. Et donc, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de convicts qui venaient dans les bateaux pour mmh, trouver un autre destin, des condamnés et tout ça, mmh, et qui ont peuplé l'Amérique vraiment. Et donc, normalement, son bateau aurait échoué dans la côte de Cuba avant que Cuba n'était conquise. Et donc, elle et autres 5 femmes auraient survécu et resté avec un cacique au Cuba et le cacique aurait fait de Maria son amante principale et elle s'est restée 5 ans en habitant comme concubine au Cuba pour ce cacique et après lorsque les autres Espagnols sont arrivés et ont conquis Cuba, elle est restée avec eux. Donc c'est vraiment une vie pleine d'aventures et hyper folle et je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais vraiment, c'est fou. Et il y a aussi des histoires de gitanes en Espagne lorsqu'elle était petite et qui auraient été accueillies par des gitanes. Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est waouh, c'est une vie qui vaudrait vraiment le coup une deuxième BD. c'est ça, c'est ça. Et j'adorais ces personnages. Et c'est aussi quelqu'un qui ne pouvait pas vraiment accrocher à sa vraie identité parce que c'était quelque chose d'interdit ou quelque chose de Mmh, condamné
comme celle de Malinali. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé un peu un miroir Mmh. à Maria. Et aussi un autre personnage qui fait de miroir et qui est un personnage historique, euh, c'est super que je ne me rappelle pas maintenant du nom parce que je ne dors pas parce que j'ai un bébé. C'est Geronimo Ah, de Aguilar. Geronimo, si, ah, si, c'est bon. c'est bon? Geronimo, oui. Ah Donc, oui, oui. il a vraiment D'accord. existé aussi. Et Ah il waouh! a vraiment existé. Sa vie est folle aussi. Donc, et aussi, lui, c'était quelqu'un qui avait vécu entre les Mayas pendant 8 ans comme Ouais, esclave c'est et ce tout que j'ai vu. ça. Donc, j'ai trouvé que ces deux personnages pouvaient un peu s'identifier avec Mmh. la protagoniste parce que eux aussi, ils ont eu des destins bizarres, Ouais. des- tournements de volant, on peut dire comme ça, Mmh mh. Mmh mh. inattendus dans leur vie et qui ont des très mauvais moments entre des jeunes qui n'étaient pas les siennes. Voilà. Donc, c'est des personnages qui ont une autre perspective, pas des Mmh. personnages qui ont vécu toute leur vie Mmh. entre les siens et tout. Donc, des choses par rapport à l'identité et tout qui faisaient un miroir intéressant pour mon personnage, pour Ouais. comprendre déjà qu'elle n'est pas seule et voilà, qu'elle peut trouver son pouvoir justement sur ça, sur le fait que elle, euh, elle, est, elle vient d'ailleurs et Mmh. qu'elle habite ici. Et donc, le fait de venir d'ailleurs lui donne un super pouvoir qui est les Mmh. langues que personne d'autre n'a. Donc, Mmh. c'est justement ce qui la rend spéciale. Voilà. Quel est, peut-être un peu simple là-dessus, mais quel est votre personnage préféré? Celui que vous avez vraiment aimé, construire, développer, réfléchir dessus? Maria. Justement, oui, oui, c'est un personnage que je voulais aussi lui donner un côté comique, un côté un peu de bonne humeur et voilà, pour faire un peu rire. Parce que c'est vrai que c'était un quotidien plutôt compliqué, plutôt grave, mais quand même, c'est un quotidien. Dans n'importe quel quotidien, il y a toujours un petit sourire, un petit rire. Et j'aime bien que même si j'ai fait une fiction un peu que je parle des sujets importants et d'une réalité très dure, mais Mmh. quand même, il faut un peu rire. Donc, C'est je ça. voulais mettre Maria, qui est un personnage qui a eu un destin et une histoire très, très obscure, mais quand Mmh. même qui garde le sourire. Et il y a des gens comme ça et j'adore. Donc, je voulais justement faire voilà, quelqu'un qui aime beaucoup le vin et qui est un peu folle et tout ça. Parce que justement, elle a eu une vie de femme qui n'est pas typique Ouais, ouais. et même qui est marginale. C'est Mmh une mh. vie de femme qui est marginale. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui peut aller un peu contre la société, rire un peu et tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à dessiner dans la BD Celle qui parle? Ouf. Je crois que les villes mayas, les villes mexicaines, parce que en fait, il n'y a pas, il n'y a pas de photos sur Internet. Si, il y a un peu parce qu'il y a des reconstructions et tout. Mais c'est surtout de Tenochtitlan qui était la capitale de l'Empire. Mais si on veut faire un petit village ou Mmh. oui, une ville un peu plus humble. C'est vrai que il fallait trouver des choses et j'ai trouvé des documentaires et aussi j'ai regardé beaucoup une BD qui s'appelle Le Serpent et la Lance. Merci à Mmh, oui, Hugues, l'auteur, parce oui. que vraiment la reconstruction qu'il fait de la ville de Tenochtitlan est incroyable. Et je me suis beaucoup inspirée de ça. Mais c'était difficile je ne sais pas, parce qu'on sait qu'il y avait des pyramides. Mais je ne sais pas où est-ce que les citoyens faisaient leur vie, si c'était autour des pyramides ou s'il y avait une zone qui était que résidentielle ou s'il y avait, je ne sais pas, le marché. Je peux inventer, je peux un peu regarder les reconstructions qu'il y a déjà, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un d'Aztèque qui va venir se râler maintenant parce Oui. que voilà. mais,
mais quand même, on ne fait pas des pas très sûrs parce qu'on Mmh. a tout le temps peur de et si c'était pas comme ça ou qu'est-ce que j'ai fait, ça ce n'est pas historique, mais bon, en même temps, finalement, ça fonctionne, je crois. Mais ça, j'ai trouvé très, très difficile. Et après, il y a aussi une scène que j'aimais beaucoup, c'est celle où Malinali se plonge dans la mer Mmh. et elle réfléchit, elle dit, elle parle à ses ancêtres, à sa grand-mère et tout ça. Elle dit, je suis revenue, je vais faire face aux Mexicains, on me l'a demandé, je vais le faire, je ne me cache plus, voilà. Donc, c'était une scène qui, dans ma tête, était très, très jolie. Et elle se plonge dans la mer et tout. Mais après, le dessin est horrible. Je ne suis pas du tout arrivée à faire ce que je voulais faire. Je voulais un dessin très stylé, très joli et d'elle qui nageait. Et à la fin, elle est toute rigide. Je sais pas, de dessiner l'eau, c'est aussi difficile. Donc, j'ai redessiné ses planches deux, trois fois et finalement, je les ai laissées comme ça parce que je ne pouvais pas faire. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas du tout le résultat. Et surtout, j'ai décidé que pour ma prochaine BD, celle que j'ai fait maintenant, il va y avoir beaucoup de plongées parce que c'est une BD où les deux personnages vont se plonger. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais, mais c'est comme ça. C'est la revanche. Oui. Hem, le mot qui serait le plus important dans la bande dessinée ou alors, si c'est pas forcément un mot, ce serait, l'image ou la case justement que vous Mm. trouvez la plus importante ou la plus intéressante? Mm. Les mots, c'est parler. Mmh. Et la case, c'est une bonne question. Alors, c'est celle où elle est en tête-à-tête avec Moctezuma, qui est l'empereur des Mmh, mmh. Mexicains. Et elle lève la tête et lui parle. Parce Ouais. que c'était quelqu'un, cet homme-là, c'était quelqu'un c'était l'empereur, mais en même temps, c'était quelqu'un de sacré. Et donc, même ceux qui étaient dans sa cour n'avaient pas le droit de le regarder. Mmh. Et du coup, le fait qu'elle elle le regarde, pour moi, c'est Ouais, vrai c'est que pour le public d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas très choquant parce que on ne connaît pas ces choses, mais pour moi, c'est important. Ça ne, ce n'était pas du tout une scène nécessaire dans la BD parce que c'était déjà fini et je l'aimais en tant qu'épilogue. mmh, Mais pour moi, c'était une scène très forte. Et parce que lui, il demande qui est-elle? Et mmh. elle dit, je suis celle qui parle. Déjà, c'est elle qui répond. Parce Mmh. qu'à ce moment-là, dans la société aztèque, les femmes n'avaient pas le droit de parler en public. Et donc, c'est une Mmh. femme qui parle en public et qui rend le OK. regard à Moctezuma. Et ça, c'est et aussi une autre case que je trouve très intéressante et que j'avais en tête depuis longtemps avant de faire la BD, c'est celle où les, les indigènes, les mayas, sont en tête-à-tête sur une plage avec les Espagnols. Parce que pour moi, c'est vraiment un choc entre deux mondes, Mmh. un peu comme si les aliens étaient venus. Ouais, c'est Et, ça. oui, et pour les indigènes, il y avait des Espagnols qui portaient des armures en métal, qui reflétaient le soleil. Les chevaux, il n'y avait pas de chevaux. Donc Mmh. pour eux, le premier dessin qu'il y a des indigènes qui faisaient des dessins pour informer l'empereur et qui dessinaient les Espagnols pour après montrer à l'empereur, ça se faisait. Et dans leurs dessins, il y a ces espèces de créatures bicéphales qui étaient les chevals et celui qui montait le cheval, mais c'était un peu comme une seule créature avec l'armure et tout. Pour eux, ça a dû être fou, comme une espèce de représentation des dieux un peu. Ouais. Donc, c'était ta tête, mais semblait très intéressant parce que si j'avais été là, j'aurais halluciné tout le temps. C'est Ouais, qui c'est ces ça, quoi. gens? Ils sont bizarres, ils ont de la barbe. Je sais pas, pour moi, c'était un moment très, très joli dans certains sens. Mmh. Ça change un petit peu, mais ça ressemble à quoi une journée typique, quand on fait du dessin, quand on est dessinateur? Hmm, bonne question. Chaque journée est Alors, différente?
Alors, il y a des étapes. Il y a des étapes, mais une journée typique, c'est, je vais parler d'une journée avant bébé, parce que je bossais dans un atelier à Madrid avec d'autres dessinateurs BD et on était dans une salle tous ensemble et c'était super et ça me met un peu nostalgique maintenant parce que je suis seule chez moi. Mais donc, ben, j'arrivais à l'atelier, il y avait toujours quelqu'un avec qui parler et il y avait des collègues qui avaient peut-être besoin d'aide euh, du genre, je vais vous montrer mes idées pour la couverture, qu'est-ce que vous pensez? Il y avait un échange très, très intéressant, Mmh. très enrichissant. Et on s'est entraidés entre nous. Et après, je m'assois sur ma place et j'ouvre ma planche pour aujourd'hui. Si je suis en train de faire l'ancrage, Mmh. euh, j'ouvre ma planche pour aujourd'hui et je vais ancrer toute la planche. Et c'est plutôt ennuyant de me voir hein, parce que je suis assise avec mes auriculaires, j'entends un podcast ou de la musique et de temps en temps, si la dynamique de l'atelier le permet, il y a quelqu'un qui se met à parler et il y a les autres qui commencent à participer, donc j'enlève mes casques et on commence tous à parler et si je peux arriver à me concentrer, si j'ancre, oui, parce que c'est un procès assez automatique. Et on se met à parler de n'importe quoi et c'est toujours amusant. Et à la fin de la journée, voilà, j'ai fini ma planche et c'est un procès très lent. C'est parce que pour faire celle qui passe, ça m'a pris 2 ans, qui est Ah très peu waouh! en fait, parce que j'étais assez rapide à ce moment-là. J'avais tout mon temps pour travailler sur la BD, pas comme Mmh. maintenant. Donc, voilà. Mais sinon, il y a des étapes. D'abord, ce que j'ai fait, c'est de me documenter. Ça, c'est la première chose. Après, j'écris tout le scénario, ce qui prend 2, 3 mois peut-être. Et après, je le fais approuver par les éditeurs et tout ça. Et après, je fais tout le storyboard complet. Par exemple, maintenant, j'ai ici mon storyboard de Loi, qui est mon prochain roman graphique. Et le storyboard, c'est un peu, déjà un peu comme si c'était des dessins. Waouh! Un peu... Ah Ouais. non, non, ça, ce n'était pas le storyboard, ça, c'était une planche définitive. Ça, c'est le storyboard. C'est un peu sketchy, un peu Ouais. débrouillant, voilà. Et, et donc, je fais ça avec les Mmh. textes et tout, la plongée. Ah! Et voilà, et donc je fais ça tout entier. Donc ici, j'ai le storyboard complet de loin qui sont de blocs de feuilles comme ça. Mmh mh. Et lorsque c'est fini, je le fais lire par les éditeurs. Et je le relis beaucoup de fois moi-même aussi et je corrige beaucoup de choses que je n'ai pas aimées, de rythme et tout ça pour voir si ça marche à la lecture. Mmh. Et lorsque j'ai fini ça, je commence le procès vraiment automatique parce que ça, c'était hyper concentré. Il faut Mmh. beaucoup réfléchir à ce que je vais transmettre dans chaque scène et tout ça. Donc là, à ce moment-là, dans l'atelier, et je ne parle pas avec mes collègues, je mets mes casques, je mets de la musique tranquille, sans parole, parce que sinon, je ne me concentre pas. Et donc, c'est comme jouer aux échecs, vraiment. Il faut Ouais. être très, très concentré. Voilà. Et dans cette étape-là, c'est très joli, c'est très beau, c'est très créatif, mais en même temps, c'est aussi très demandant parce qu'il Mmh. faut il faut beaucoup d'énergie, il faut vraiment ne pas avoir d'autres choses dans la tête parce que sinon, c'est pas possible d'y arriver. Et lorsque cette étape-là est finie et que les storyboards sont complets, approuvés par moi et approuvés par les éditeurs, euh, je commence le processus qui est vraiment très automatique, qui est chaque jour une planche. Chaque jour, j'ancre une planche et c'est très Mmh. automatique. C'est juste de mettre ce qui était sale au propre. Et c'est ça. Et j'essaie de faire aussi une couleur par jour. Donc, un ancrage et une couleur par jour. Ah! OK. D'habitude, ça devient que j'ai fait une ancrage par jour et les 5 derniers jours du mois, j'ai fait toutes les couleurs que je n'ai pas pu faire pendant tout le mois. Mais en même temps, comme ça, chaque mois, j'essaie d'avoir toutes les planches que je voulais avoir pour la fin du mois. Donc, OK. ça se passe plutôt bien. Est-ce que ça vous arrive justement d'avoir des fans?
soit des pannes d'inspiration ou vraiment de se dire, «Bah, là, je dois faire tel dessin, mais j'y arrive vraiment pas, Ah ça oui, fonctionne pas carrément. aujourd'hui». Ah carrément, carrément. Spécialement avec le dessin, j'avoue. Parce Mmh. que ce n'est pas mon fort, je le sais, je crois que je suis forte à raconter, mais pas à faire des super jolies illustrations, les couvertures, je n'ai pas, je suis pas bonne à faire des couvertures. Je ne suis pas une illustratrice comme ça, je suis une raconteuse plutôt. Donc, je n'ai jamais fait des études en dessin. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce que je peux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour moi. Les chevaux, déjà, c'est hyper difficile. Et même, j'avoue, parfois, mon père m'a aidé parce que mon père est dessinateur BD ici en Mmh mh. Espagne et spécialisé un peu en chevaux, pas spécialisé, mais vraiment, il adore, il adore. Donc, il dessine très bien, donc il m'a un peu aidé. Et aussi mon compagnon qui est Victor Elpinel, qui est auteur aussi, il m'a aussi aidé des fois avec des perspectives surtout. Et ça, parfois, il y a des jours où on n'arrive pas, mais ça nous arrive à tous. On a un Oui, mauvais c'est jour ça. parfois. Et surtout avec le dessin. Et parfois, j'ai fait toute la planche hyper vite. Et il y a d'autres planches où je bloque sur une case, qui est par exemple une case un peu grande, avec des fonds, avec de la perspective, je veux représenter un joli marché dans une ville du Mexique du XVIe siècle. Et du coup, c'est trop difficile et toute la journée passe et je ne suis pas passée Ah. de la première case qui était la case de présentation et donc, mais aussi au niveau du scénario, tout au début, que je savais que je voulais raconter l'histoire de cette femme et que j'essayais à esquisser un peu ce que je voulais faire comme histoire, je bloquais un peu parce que je me suis beaucoup documentée et à un moment donné, je suis arrivée à un endroit où j'avais trop d'informations sur la Mmh. conquête et j'ai bloqué un peu parce que je me rendais compte qu'il fallait vraiment parler de la conquête et je ne voulais pas parce que Mmh. ce n'était pas mon sujet. Et donc, pendant quelques jours, j'ai été un peu bloquée. C'était pendant le confinement en plus. Et donc, j'ai demandé à Victor, j'ai dit à Victor, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu bloquée, c'est peut-être pas une bonne idée de faire cette BD. Hein. Et il m'a dit, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, non, vraiment, euh, il faut que tu trouves la maligne qu'il y a en toi. Il faut que tu Ah. trouves vraiment les racines et l'origine de la raison pour laquelle tu as voulu raconter cette histoire. Et c'est pour ça Mmh. que je suis revenue aux langues. Parce que moi, j'ai Mmh. étudié les langues et c'est pour ça que j'ai fait des langues la structure principale de mon récit. Mmh. C'était grâce à Victor un peu qui m'a fait rencontrer ce que j'avais perdu. Petite anecdote un peu bête, mais les nuages sur la couverture, la forme des nuages, ce n'est pas du tout important dans la couverture, mais ça fait partie de la composition. Et j'arrivais pas à faire des nuages qui étaient jolis. Et donc, j'ai demandé à quelqu'un de mon atelier qui est Andrés Garrido. C'est un dessinateur qui a travaillé pour Dupuis, qui travaille pour Dupuis, qui a publié Love, Love, Love chez Dupuis comme dessinateur et qui fait maintenant quelque chose qui va être super, qui s'appelle Carcoma. Et donc, je lui ai demandé, Andrés, s'il te plaît, je n'arrive pas à faire de nuages. Et il s'est assis dans ma place et il a fait comme ça, c'est bon? Ah, mais oui! Mais comment tu as fait? Parce qu'il est hyper doué, Andrés. Il est plus jeune que moi en plus et il est hyper doué. Donc, voilà. On s'entraide comme ça parfois des choses qui étaient hyper difficiles pour un de nous un jour. Mmh. Un autre s'assoit et dans un moment, il fait ou elle fait quelque chose de très rapide et qui est incroyable. Donc, oui. Et s'il ne devait rester qu'une seule BD dans le monde, ou alors à l'inverse, on va dire, si on devait présenter une seule BD aux extraterrestres, ce serait quoi comme BD qu'on présente? Quelle question! C'est très important, c'est de la Quelle diplomatie avec les aliens. Qu'est-ce question! qu'on leur donnerait? Waouh! Faut pas se planter. On peut pas dire 3 bébés. 3 BD, allez, j'accepte. Allez, 3 BD, je dirais Séquence de Brian Lee O'Malley. Je dirais Malgré tout de Jordi Lafèvre. Et je dirais Cet été-là Mmh. de Tamaki. J'ai- mais quand même,
c'est très injuste. C'est très injuste. Merci parce que ça a été hyper riche. On a eu plein d'échanges différents. J'ai appris plein de choses que je connaissais pas sur la BD. C'est incroyable. Du coup, j'ai encore envie de la relire une troisième fois maintenant. Merci beaucoup. Non, ben, Moi aussi, ça me donne la motivation parce que je suis en train de dessiner loin. Et il y a des jours où je me dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas centrée sur la BD parce que le bébé et tout, donc j'ai fait un bah peu oui. n'importe quoi et ça ne va pas être cool, personne ne va aimer. Et donc, si j'ai des échanges comme ça, je vois que vraiment, il y a des gens qui ont lu et qui ont aimé ce qu'ils parlent. Ouais, Donc, c'est ça. On ça est me donne un touchés. peu de motivation pour travailler aujourd'hui. Voilà. Merci. On peut compter que la BD elle sortira à peu près quand pour la prochaine BD? Ben, si tout va bien et si j'arrive à accomplir mes promesses envers moi-même et envers ma maison d'édition, ça sortirait pour l'automne 2024. Donc, septembre-octobre. Voilà. Ok, super chouette. Eh ben, on va attendre ça avec impatience. Ce sera avec plaisir en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation du coup. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir.